Oui, on est aujourd'hui ici à Temazra, qui est une organisation qui défend les droits des Amazirs à travers le monde, une ONG basée à Paris. Nous sommes là pour la énième fois d'ailleurs pour défendre la question amazigh devant les experts, cette fois du comité des droits économiques, sociaux et culturels qui tient sa 56e session du 21 septembre au 9 octobre et qui examine le 4e rapport du Maroc. Le Maroc, bien sûr, qui est appelé à dire, à exposer ce qu'il a réalisé, ce que le gouvernement a réalisé pour justement mettre en œuvre les dispositions du pacte de ce comité. Et bien sûr, nous sommes venus pour parler essentiellement de la question amazigh, pour parler de la politique anti-amazigh de l'État marocain, un État de la monarchie qui fait tout pour en réalité éradiquer la question amazigh, éradiquer l'amazighrité de l'Afrique du Nord. Mais j'avoue que cette fois-ci, on a eu une petite difficulté dans la mesure où l'État marocain, la monarchie marocaine, a eu l'habilité en 2011 de reconnaître la Tamazight comme langue officielle. Donc ils sont venus ici pour dire aux experts des Nations Unies que Tamazight est reconnu comme langue officielle. Donc ce qui fait que voilà, ils veulent faire penser que le Maroc reconnaît la mazighrité. Donc la tâche pour nous a été un peu difficile, pas vraiment difficile, mais il fallait trouver le moyen pour démontrer, pour essayer de donner les éléments nécessaires aux experts pour leur montrer que la politique marocaine est hypocrite et elle n'est pas sincère. Pourquoi? Parce que d'un côté, ils disent que Tamazight est les langues officielles, mais elle n'est pas aussi officielle que l'arabe, parce qu'il y a la langue arabe qui est citée comme langue officielle au premier titre. Après, on dit aussi que même Tamazight, même la langue amazigh est une langue officielle, mais il ne les cite pas de la même façon. Et puis la Constitution dit bien que la Constitution justement protège la langue arabe, mais elle ne dit pas la même chose pour la langue amazigh. En revanche, ils disent qu'il y aura une loi organique qui sera mise en place pour justement essayer de préciser dans quelles conditions Tamazight pourra être langue officielle. Donc la différence entre la discrimination entre la langue arabe et la langue amazigh déjà est annoncée dans cet article 5 de sa constitution. Puis concrètement, l'État marocain, le domaine où il a vraiment essayé de faire des choses, c'est l'enseignement de Tamazight. Effectivement, ils ont introduit l'enseignement de Tamazight en 2003, c'est-à-dire deux ans après la mise en place de l'IRCAM, l'Institut royal de la culture amazigh. Mais de 2003 à 2015, ils ne sont pas foutus d'élargir l'enseignement de Tamazight à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, Tamazight ne peut être enseigné que dans les écoles primaires et uniquement les écoles publiques. C'est-à-dire même le privé n'est pas concerné, le préscolaire aussi n'est pas concerné. Bien sûr, le collège et les lycées ne sont pas du tout concernés. Mais dans ce cycle primaire, tous les élèves ne sont pas concernés. C'est-à-dire que l'enseignement n'est pas assuré à tous les élèves. Donc vous imaginez un peu le manque de sérieux et le mépris de la monarchie marocaine. On ne peut pas prétendre prendre en charge, reconnaître la langue du pays, de l'Afrique du Nord, de cette façon-là. Alors que des milliards sont dépensés pour prendre en charge la langue arabe et pour la développer. Donc on a essayé de montrer il ne s'agit pas vraiment de prise en charge, il s'agit vraiment d'une façon méprisante de s'occuper de Tamazight. Et on a donné d'ailleurs des éléments, il y a plein d'éléments à donner, parce que les chiffres que l'État marocain a donnés, ce sont des chiffres qui nous semblent imaginaires. Quand il parle de 600 000 élèves qui a sur 3,5 millions, pratiquement 4 millions, les 600 000 c'est gonflé. Et puis il donne par exemple le chiffre de 10 000 enseignants, c'est bizarre.
Alors que l'ERCAM, qui est le plus proche du dossier, annonce 5100, quelque chose comme ça. Donc il y a un problème même au niveau des institutions de cette monarchie. D'un côté, le gouvernement qui dit 10 000, l'Institut royal dit 5 000. Donc ça montre un peu le sérieux aussi de ces gens-là. En fait, en gros, en termes vulgaires, entre guillemets, ils se foutent de nous, ils se foutent de tout le monde, hein, en présentant même des chiffres qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas cohérents. Et puis leurs 10 000 enseignants, s'il y avait vraiment 10 000 enseignants, à raison de 30 heures chacun, hein, on aurait eu 3 millions, à peu près 3 millions d'élèves qui auraient suivi ces cours. Donc non, ça, leurs chiffres sont imaginaires. Ils les ont, c'est pas comment ils les ont inventés, juste pour annoncer quelque chose aux experts des Nations Unies. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur l'enseignement de Tamazight. Mais en même temps, l'État marocain, dans son programme au fait de l'éducation, il a mis en place un projet pour une quinzaine d'années, 2015-2030. Il annonce déjà son orientation à faire en sorte que l'enseignement de Tamazight, en fait, on va l'enseigner juste pour qu'il devienne une langue de communication, alors que la langue arabe reste la langue principale. La langue principale sur laquelle le gouvernement met tous ses efforts. Voilà, donc concernant l'enseignement, en gros c'est ça qu'on a essayé d'expliquer aux experts de ce comité. Et puis on a voulu aussi leur dire que la façon dont la culture amazigh est soi-disant prise en charge est une façon qui n'est pas du tout sérieuse, et ce n'est pas à la hauteur des attentes des Amazirs. Même quand ils parlent d'une télévision, voilà, on a une télévision, mais la télévision ne travaille pas, n'a pas les mêmes moyens que les autres télévisions. Elle est loin d'avoir les mêmes moyens. Et puis dans cette télévision, il y a aussi de l'arabe. Hein? Donc c'est une télévision qui est pervertie, hein, n'est pas vraiment amazigh, et il est loin d'avoir les moyens des autres, parce qu'il y a plusieurs télévisions en arabe. Donc il y a quand même une nette inégalité entre la façon dont l'État marocain s'occupe de la culture arabe et la façon dont il s'occupe de la culture amazigh. Autre chose qu'on a tenu à signaler aussi, parce qu'on ne le dit pas beaucoup, c'est la discrimination religieuse de l'État marocain. En fait, l'État marocain, comme tous les autres États qui sont sur la terre de Tamazight, ce sont des États qui imposent une hégémonie de l'islam. C'est-à-dire qu'il y a l'islam et rien d'autre. Alors, d'abord, leur constitution au Maroc, par exemple, l'article clairement que l'islam est la religion de l'État. Donc voilà que l'État marocain a une religion. Hein, c'est bizarre parce que les Marocains, entre guillemets, ces habitants de Tamazight occidental, je pense qu'il y en a qui sont de religion chrétienne, de religion juive. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de religion, il y en a qui sont des animistes, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont des libres penseurs. Donc là, on voit qu'ils ne sont pas, ils ne respectent pas la liberté confessionnelle, comme il l'annonce d'ailleurs dans le même article. Et puis, il y a les faits. Sur le terrain, l'islam est imposé à tous les niveaux. Hein? Par exemple, il y a la question de la kafala au Maroc. La kafala, c'est une loi qui permet l'adoption d'enfants abandonnés. Alors, cette kafala, cette kafala n'est donnée qu'aux personnes qui sont de religion musulmane. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas de religion musulmane ne peut pas de prendre l'autorisation un enfant abandonné sous la loi marocaine. Donc là, il s'agit bien d'une discrimination. Au niveau du mariage, lorsqu'une Marocaine se marie avec un non-musulman, ça pose un problème. La loi marocaine lui pose un problème. C'est-à-dire qu'il ne peut se marier qu'avec un musulman. Ou que l'autre, qui n'est pas musulman, adopte la religion musulmane. Autre chose qui défraie l'actualité à chaque fois, c'est lorsque arrive le mois du jeûne des musulmans, ce qu'ils appellent le mois du Ramadan. Alors quand arrive ce mois-là, comme d'ailleurs cette année, systématiquement, la police marocaine procède à l'arrestation de gens qui ne l'observent pas, et les tribunaux marocains procèdent à leur condamnation.
Voilà, donc on a essayé de démontrer dans notre rapport qu'il y a une hégémonie de l'islam dans les lois marocaines et il faut que dans les lois et les pratiques marocaines. Donc il faut que ça cesse. Autre chose aussi qu'on a voulu souligner et qu'on a voulu poser lors de cette session, c'est le cas des médars. Les médars, c'est une question qui dure maintenant depuis longtemps. Bon, il dure depuis les années 70. En 96, ils ont vu un mouvement qui a été d'ailleurs réprimé. Et ça a repris en 2011, où les villages de la région des médars se sont mobilisés pour dénoncer le comportement de la société qui gère la mine d'argent des médars, qui dépend bien sûr, qui dépend dont la famille royale est actionnaire principal. Donc cette société a pris donc les terres de ces villageois, exploite l'argent qu'il y a dedans, l'eau qui est dans la région, sans qu'il y ait des répercussions économiques et sociales sur les populations. Les populations se sont organisées depuis 2011 qu'ils organisent un sit-in sur place, un rassemblement à Alban, sur le mont d'Alban. Et la réponse des autorités marocaines, c'est quoi? Au lieu de dialoguer, c'est la répression, au point où ils ont arrêté plusieurs militants du mouvement sur la voie de 96, qui coordonnent les actions des villageois. Ils les ont arrêtés et ils ont été condamnés par le tribunal marocain. Donc ça montre aussi cette injustice et ce mépris de l'État marocain envers les populations amazighes qui veulent demander leur droit. Au fait, disons que la monarchie marocaine se comporte en État colonial. C'est tout. C'est vraiment comme à l'image des Algériens ou des autres, ils se comportent en véritable colon quand il s'agit de la question. Voilà, en gros, ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est pourquoi nous sommes venus ici à Genève cette année. Pour les débats et les questions des experts et les réponses de la délégation marocaine. Alors, les questions des experts, on se réjouit toujours des experts. Il y a toujours des experts qui se saisissent de la question amazigh, arrivent à poser des bonnes questions. Ils ont posé des bonnes questions, même si on attendait à ce qu'il y ait davantage de questions posées sur la question amazigh. Mais bon, c'est toujours bien qu'ils posent des questions sur l'enseignement, sur les médars, sur plein de questions sur l'enseignement, sur la Constitution, sur la loi organique. Et par contre, à les réponses de l'État marocain, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils sont méprisantes, c'est-à-dire que c'est à l'image de ce qu'ils disent d'habitude. Donc ils répondent avec du mépris. Bon, bien sûr qu'ils ont eu l'idée de dire voilà, nous on est des Amazirs, on répond en tant qu'Amazirs, mais ça ne suffit pas de parler Amazir, d'être amazighophone pour dire que je suis Amazir. Quand on sert un État colonial, je ne vois pas en quoi on est Amazir, on est plutôt un serviteur d'un État colonial. Et ici c'est la monarchie marocaine. Et donc les réponses de l'État marocain sont parfois même indécentes. Parce qu'en même temps, ils disent qu'il n'y a pas de problème, c'est un faux problème, ils restent dans des généralités, dans des trucs vraiment de bas de gamme, dans des déclarations de bas de gamme. Et puis après, 2 minutes après, ils vont rappeler que l'État marocain, ou la monarchie marocaine fait partie du monde arabo-islamique, sa religion c'est l'islam, et nous exprimons notre solidarité avec nos frères, peuple arabe. Bon, et vraiment, ils se foutent de nous. Il n'y a que ça qu'on peut dire. Bien sûr, c'est-à-dire que nous, on n'attend pas, quand on vient ici, on n'attend pas que les Marocains, ou les Algériens, ou les autres changent d'avis. C'est difficile. On n'attend pas que les Nations Unies règlent le problème. Mais il est très important, je pense, que les organisations amazighes viennent aussi ici pour dévoiler, mettre à nu les contradictions de ces États-là qui prétendent défendre les droits de l'homme, qui prétendent faire le nécessaire pour respecter ce que stipulent les pactes et les conventions qu'ils ont signés, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce sont des États qui usent de la discrimination, qui usent du racisme,
hein, et qui se comportent en véritables États coloniaux. Et ils ne vont pas changer tant que le peuple amazigh, tant que les populations amazighes ne sont pas mobilisées à la hauteur justement de ce qu'on a en face.